Bonjour à tous, en ce moment c'est la période de classer vos vœux sur SEI. Du coup on vous a préparé une petite vidéo pour vous donner nos conseils sur les critères importants pour choisir vos écoles. Évidemment c'est des choses par lesquelles nous on est passé et on s'est dit que c'était de bons conseils. Il y a certainement plusieurs visions sur tous les critères dont on va vous parler. La première chose qui nous paraissait importante, c'est de relativiser. Oui, complètement. Il faut dédramatiser, relativiser. Même si au bout de 2 ans, ça paraît être la décision la plus importante de votre vie, ça ne le sera probablement pas. Enfin, en tout cas, on vous le souhaite que ça ne le soit pas. Et toutes les écoles auxquelles vous avez accès sont de très bonne qualité, proposent des très bonnes choses. Et donc, vous n'êtes pas à la rue, même si vous êtes un peu déçu de vos résultats. Dans tous les cas, vous allez finir dans une école d'ingénieur, ce qui est déjà super parce que vous allez avoir une carrière d'ingénieur. Vous aurez certainement, quelle que soit votre école, un grand choix de métiers possibles, de boîtes possibles dans lesquelles travailler et une multitude de possibilités. Donc ça, c'est quand même super positif. En général, il y a beaucoup de personnes qui regardent tous les classements qui sont en ligne, donc de différents journaux, magazines ou de sites internet. Moi, j'ai beaucoup de parents qui me disent « Oui, mais telle école, dans tel classement, elle est à ce niveau-là, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas la classer comme ça sur SEI, etc. » Je pense qu'il faut vraiment relativiser aussi les classements. Ce n'est pas des outils qui sont toujours objectifs parce qu'on met plein de critères dedans qui sont très bien. On va mettre la parité homme-femme, on va mettre l'origine sociale des personnes, on va mettre le nombre de semaines à l'international, des choses comme ça. Mais c'est pas toujours les critères qui font que votre école est prestigieuse ou est réputée ou est reconnue pour les recruteurs. Oui, complètement. Il faut voir ça, je pense, plutôt comme un outil interne. Par exemple, quand j'étais étudiant, j'ai assisté à des audits de ces classements-là. Il faut voir ça comme un outil interne des écoles, entre elles, avec leur tutelle, pour les managers de ces écoles-là, pour qu'ils puissent s'améliorer. Tu donnais quelques critères, il y a aussi les taux d'insertion, le salaire, la note au bac des personnes qui entrent. Le salaire, c'est vraiment le pire, je trouve. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, complètement. Le salaire, si on prend nos promotions, il y a des variances énormes en fait, parce qu'il y a des personnes qui vont aller dans des postes en finance qui sont connus comme étant extrêmement bien payés avec des salaires peut-être à 6 chiffres à la sortie. Et puis il y a des personnes qui vont travailler dans l'associatif, qui vont travailler dans le public, etc. où les salaires sont relativement plus bas. Je pense que c'est vraiment un critère à ne pas prendre en compte, tout simplement. Après, s'il y avait un classement auquel vous deviez vous fier, je pense que ce serait tout bêtement le rang du dernier admis sur SEI. Pourquoi ? Parce que plus un rang de dernier admis est bas, plus l'école est... plus les gens ont envie d'aller dans cette école et finalement si on n'a pas beaucoup d'autres critères, ça veut dire que l'école elle va avoir des étudiants qui sont bons, donc qu'elle est réputée sur le marché du travail. C'est pas spécialement le meilleur critère parce qu'évidemment il y a différents concours, etc. Mais je pense que ça donne quand même un bon aperçu de quelle école va être plus sélective que l'autre et donc certainement plus réputée derrière. La grande différence entre les écoles très prestigieuses qu'on connaît tous et les autres, c'est juste que vous avez une sorte de droit à l'erreur, de droit à errer un peu, à essayer un peu, à tenter un peu plus de choses lorsque vous êtes dans une école très prestigieuse parce qu'on vous fera confiance à la fin quoi qu'il arrive, alors que dans d'autres écoles on va vous demander un peu plus de preuves que vous avez les compétences. Mais vraiment, ça s'arrête là. Après, le reste, c'est vraiment ce que vous allez faire dans votre carrière, comment vous allez gérer vos stages que vous allez faire pour essayer de connaître un peu tout le monde qui va déterminer votre carrière et la suite de votre carrière. Il faut garder en tête, je pense qu'il y a plusieurs groupes d'écoles. Il y a des écoles qui vont être surtout, comme on dit, généralistes. C'est-à-dire que vous allez apprendre beaucoup de choses différentes, alors pas très spécifiques forcément, c'est-à-dire que vous allez vous former à plein de domaines, de corps de métiers différents, et vous avez des écoles qui sont un peu plus spécialisées, où là en général on va vraiment vous former à un type de métier particulier. Ça peut être le cas par exemple d'écoles qui sont spécialisées en informatique, plutôt dans le côté data par exemple comme Télécom Paris ou des écoles comme ça, des écoles qui sont un peu plus spécialisées sur certains types d'enjeux, notamment l'ENSECUB qui est spécialisée sur tout ce qui est enjeux liés au développement durable, traitement de l'eau, etc. Donc voilà, ça va être des écoles qui vont être plus spécialisées et donc votre choix il n'est pas tout à fait le même parce que dans une école généraliste, a priori vous allez faire une grande variété de choses, vous allez apprendre beaucoup de choses différentes. Dans une école spécialisée, déjà vous restreignez un peu le champ des possibles. Il faut un peu réfléchir à si vous êtes certain de vouloir aller dans un domaine,
peut-être qu'une école, entre guillemets, spécialisée est faite pour vous. Donc, il faut se dire aussi que dans des secteurs auxquels correspondent souvent les écoles spécialisées, il y a aussi énormément de métiers. Et donc, vous pouvez très bien aller dans ces secteurs depuis une école généraliste. Ça ne vous ferme aucune porte. Au contraire, d'aller dans une école généraliste. Ouais, je pense que c'est vraiment quelque chose à retenir, cette distinction entre les secteurs et les métiers. Typiquement, le secteur, ça va être, je sais pas, est-ce que je travaille dans la finance, est-ce que je travaille, je sais pas, dans l'écologie, dans l'aéronautique, comme on l'a dit. Le métier, ça va être qu'est-ce que je fais concrètement. Donc si je travaille dans l'aéronautique, je peux très bien, par exemple, être comptable dans l'aéronautique. Mon métier, c'est d'être comptable, mais mon secteur, c'est l'aéronautique. Je peux aussi faire des structures d'aéronautique, donc je vais faire de la R&D, je peux très bien faire ça dans l'aéronautique, mais je pourrais très bien faire de la R&D, par exemple, pour de la robotique ou pour d'autres types de secteurs. Donc cette distinction, elle est importante à faire et de toute façon, comme le disait Théophile, vous allez forcément changer d'avis pendant votre école. Plusieurs fois. Vous allez peut-être revenir sur votre idée initiale. Et c'est vrai que la prépa, on fait toujours un peu des maths et de la physique. On se dit qu'on veut avoir la meilleure école possible. Et quand on arrive en école, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on aime vraiment. Vous pouvez tenter, quand vous regardez les catalogues que vous avez sur les sites que vous avez pu recevoir, de vous dire que vous allez peut-être assembler un parcours idéal dans chacune des écoles et ensuite comparer ces parcours, ça vous aidera à choisir. Alors, nous on ne vous recommande pas vraiment de faire ça parce que ce qui va se passer déjà, c'est que les cursus se construisent au fil des 3 années ou 4 années pendant lesquelles vous serez en école. Vous n'allez pas devoir choisir dès le premier jour, en arrivant à l'école, dire je vais me mettre ici et je vais faire tel cours dans 3 ans. On ne vous demande pas ça. Si vous ne savez pas ce que vous voulez faire, regardez, je pense, dans l'ensemble, quelles sont les possibilités. Est-ce qu'il y a des choses liées à l'entrepreneuriat? Est-ce qu'il y a des choses liées à la recherche, comme ça c'est spécifique? Quels sont les cours dans leur ensemble? Est-ce que c'est plutôt des cours très scientifiques? Est-ce que c'est plutôt des cours avec beaucoup d'informatique? Est-ce que c'est plutôt des cours au contraire très généralistes avec beaucoup de gestion de projet, d'économie, de pratique, un peu du management? Ça, je pense que vous pouvez faire des grandes catégories comme ça, essayer d'aller dans une école qui est plutôt scientifique, par exemple, si vous aimez beaucoup les sciences et que vous voulez continuer dans cette voie-là. Après, si vous découvrez vraiment une passion, je sais pas, vous êtes passionné d'un domaine particulier des mathématiques, dites-vous bien que l'école, elle vous offrira certainement pas assez, mais c'est pas grave, parce que de toutes les façons, le diplôme qui compte pour ça, c'est le diplôme de niveau Master 2. Et dans beaucoup d'écoles, c'est possible de faire un diplôme de Master 2 en parallèle de la dernière année ou sinon après. Et là, vous allez avoir vraiment tout ce qu'il vous faut pour vous spécialiser dans un domaine bien particulier. Maintenant, on va vous parler des doubles diplômes, et notamment des doubles diplômes à l'international. C'est vraiment un critère que parmi mes étudiants, j'entends énormément. C'est oui, mais telle école, elle a un double diplôme avec telle université à Tokyo. Ah non, mais celle-là, elle a un double diplôme avec le MIT, c'est incroyable. Il faut garder un peu les pieds sur terre sur ça. C'est très très bien qu'il y ait des doubles diplômes, en effet. Je pense que c'est une grande richesse de la part des écoles que tout le monde puisse aller faire des doubles diplômes à l'étranger. Alors il faut savoir qu'il y a 2 choses différentes. Il y a le double diplôme, où à la fin vous allez avoir à la fois un diplôme du MIT par exemple et des mines, si on donne notre exemple à nous. Et il y a les semestres d'échange à l'étranger. Vous allez passer 6 mois dans une université à l'étranger. Vous n'avez pas spécialement un diplôme en plus, mais vous allez pouvoir mettre sur votre CV que vous avez passé par exemple 6 mois au MIT. La différence entre les deux, c'est que souvent les doubles diplômes, ça vous demande plus de temps. C'est logique, on ne va pas vous remplacer 6 mois d'un cursus par 6 mois d'un autre pour après vous donner 2 diplômes. Ça paraît quand même un bon cheat code sinon, et c'est pas le cas. Les semestres à l'étranger, c'est vraiment, tu fais une partie de ton temps à l'étranger. Si on essaye de vous traduire ça en termes de critères de choix sur SCEI, comment faire des choix, ce qu'il faut, c'est qu'il existe des étudiants dans l'école qui aient fait ou qui font régulièrement du coup des échanges et des doubles diplômes. Après, est-ce qu'il y a un accord qui permet à 3 étudiants de faire des échanges tous les ans? Bon, les détails, ça change, c'est des choses qui évoluent et c'est pas parce qu'il y a 3 étudiants que vous serez parmi les 3 étudiants sélectionnés. Donc ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un département de relations, disons, internationales, qu'il y ait des échanges régulièrement, et que, en fait, l'administration soit à votre écoute par rapport à votre projet, qu'elle vous conseille bien et que vous puissiez avancer là-dessus. Faut aussi vous dire que
lorsque vous serez, donc les doubles diplômes ça rajoute du temps d'études, on peut être tenté parfois de se dire je vais faire telle école en France, puis tel master au MIT, puis une thèse à Harvard, puis un MBA, etc. N'idéalisez pas des parcours en pensant que ça va forcément vous plaire le jour J. Allez dans une école qui vous offre la possibilité de le faire si besoin, et vous ne vous fermez pas de porte comme ça. Est-ce que c'est une école que vos grands-parents connaissent, qui est connue pour quelqu'un dans la rue, que les employeurs connaissent de manière générale? Et comme l'a souligné Leïla tout à l'heure, c'est un point important parce que ça vous donne ce petit plus qui vous permet de bluffer un petit peu, en fait, on peut le dire comme ça. On va vous faire confiance. Je pense que tout le monde, on est tous passés par là avant et on veut avoir l'école la plus prestigieuse. Je pense que c'est assez naturel parce qu'on veut avoir l'école qui fait que quand des recruteurs la voient sur un CV, ils se disent « Ah, c'est super, cette personne, elle est intelligente, elle va bien s'adapter à son environnement de travail, elle va faire du bon travail pour moi. » Donc, ce serait vous mentir que de dire que le prestige, ça compte pas du tout. C'est important. Après, je pense que c'est plutôt des groupes d'écoles qu'il faut essayer de viser. Il y a les écoles qui sont très très prestigieuses, je pense, X, Mines, Centrale, Pont, etc. Il y a des écoles qui viennent ensuite, qui sont très bien, peut-être un peu plus spécialisées, dont tout le monde a entendu parler. Et après, vous avez des écoles qui sont un peu plus spécialisées, que tout le monde ne connaît pas spécialement, mais qui sont quand même des écoles très sérieuses et qui vont vous apporter beaucoup, qui vont vous permettre de vous spécialiser dans une carrière plutôt qu'une autre. Les réseaux de grandes écoles, c'est pas ces réseaux qui choisissent le prochain Premier ministre, c'est pas ce genre de choses, c'est juste des mises en relation, c'est faire le lien entre des besoins et des offres de compétences. Donc ça peut être effectivement des offres d'emploi, mais ça peut aussi être des conseils, des expériences, des fournisseurs, des clients, ça peut être plein de choses. C'est à vous de le faire en rencontrant des gens qui ont fait votre école. Et on entend par exemple beaucoup parler des promotions de l'ENA. En fait, les réseaux d'écoles d'ingénieurs sont très différents parce que au sein d'une promotion, en fait, ça ne va pas être ça qui va être très intéressant pour un ingénieur. Pour un ingénieur qui connaît bien sa promotion, toutes les personnes sont à peu près au même niveau d'avancement. Donc si vous avez une question sur comment passer au niveau supérieur, comment bouger, etc., c'est pas à votre promotion que vous allez devoir le demander, c'est à quelqu'un qui a 5 ou 10 ans de plus. Et donc c'est le côté intergénérationnel qui est important dans un réseau d'alumni. Et donc ça, vous pouvez le voir, vous pouvez aller voir sur LinkedIn, les différents réseaux, souvent ils sont animés par des associations d'anciens élèves. Vous pouvez aller voir, est-ce qu'il y a des jeunes qui sont impliqués dans ces réseaux? Et si oui, c'est plutôt un bon signe, parce que ça veut dire qu'il y a un mélange intergénérationnel, c'est ça qui fait la force des choses. Vous allez pouvoir échanger avec des personnes qui ont eu des expériences différentes. Par exemple, quelques dispositifs que vous pouvez chercher un peu les mots-clés, c'est des choses comme le mentorat. C'est quelque chose qui existe au Mines où un alumni mentor un étudiant. Le coaching, donc le coaching carrière. Ensuite, tous les échanges de carrière au cours de la scolarité. Même des choses plus superficielles comme le soutien des alumni aux activités associatives de l'école. Tout ça, c'est un bon signe pour montrer qu'il y a une implication. Les résidences étudiantes, est-ce que les alumni gèrent les résidences étudiantes? C'est aussi plutôt un bon signe. Ça vous montre qu'il y a cette proximité entre l'école, les étudiants et les alumni. Et ça vous sera utile, quels que soient vos choix de carrière ensuite. Il y a des associations qui organisent des soirées, des fêtes, il y a des associations qui organisent la vie, disons, sportive, la vie culturelle et artistique, il y a des associations qui prennent des photos, des vidéos. Ça, en fait, ça existe un peu dans toutes les écoles. Vous les voyez sur les plaquettes alpha, normalement vous avez déjà reçu toutes les plaquettes alpha des écoles où il y a des gens qui s'amusent beaucoup, qui sont très contents de ne plus être en prépa, comme vous le serez bientôt d'ailleurs. Donc les associations, c'est pas nécessairement là où on va trouver la différence. Où vous pouvez peut-être trouver des différences, c'est dans la taille des promotions, parce que vous allez vous retrouver le premier jour dans un amphithéâtre et vous allez voir si tout le monde rentre dans un amphithéâtre de 200 places ou si tout le monde rentre dans un amphithéâtre de 1000 places. Et ça, c'est une grosse différence. Est-ce que vous êtes dans une école où il y a des grosses promotions, il y a des clans de personnes qui restent ensemble, qui se connaissent ultra bien, qui sont dans des associations ensemble, ou est-ce que vous êtes dans une école où tout le monde se mélange parce qu'elle est un peu plus petite et donc tout le monde participe à toutes les associations, il y a plus d'échanges et tout le monde se connaît. Ça, je pense que c'est un critère important, c'est est-ce que vous connaissez toute votre promotion ou pas.
Aux mines, par exemple, c'est des petites promotions, donc on connaît tous les gens de notre promotion, on connaît leurs prénoms, on sait à peu près ce qu'ils font dans la vie en plus en général, enfin en tout cas pendant les années d'école. Et sinon, vous avez des écoles où ça va être peut-être un peu moins personnaliser les relations que vous avez avec votre promo, mais d'un autre côté, ça va vous offrir aussi peut-être plus de moyens dans les associations. Plus de personnes, ça veut dire des plus grosses associations, certainement des plus gros événements. Si on prend l'exemple du sport, je trouve qu'il est assez parlant. En fait, si vous regardez dans un endroit où vous avez des grosses promos, vous allez avoir beaucoup d'équipes de sport qui vont être très fortes, qui vont certainement aller loin dans les différents tournois étudiants. Vous allez pouvoir faire plein de sports différents avec des entraîneurs en général très qualifiés. Par contre, vous allez avoir des sélections pour entrer dans les équipes de sport. Vous n'allez pas spécialement pouvoir faire le sport que vous voulez si vous n'êtes pas assez fort, etc. Si vous prenez une plus petite promo, comme c'est le cas aux mines qu'on a pu expérimenter, vous n'avez pas toujours tous les sports. On a du mal à remplir les équipes pour beaucoup de sports. Mais du coup, tout le monde peut un peu faire ce qu'il veut. Donc le niveau, il est moins bon, c'est sûr, mais au moins, la porte, elle est ouverte à tout le monde. Donc c'est des mentalités différentes. Et il faut garder en tête que plus de personnes, ça ne veut pas toujours dire que finalement on connaît plus de monde, paradoxalement. Il y a des écoles dans lesquelles en fait les promos sont tellement grandes qu'ils fonctionnent beaucoup par asso et que finalement ils côtoient surtout les 50, max 100 personnes qui sont passées par leur asso avant. Alors que dans d'autres écoles où justement il y a moins de monde, paradoxalement vous êtes amené à connaître plus de personnes parce que c'est plus facile de faire des liens comme on s'est déjà croisé quelque part. Donc c'est deux mentalités différentes, je pense. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Moi j'étais très contente d'être dans un endroit où il y avait des petites promos, c'était une mentalité qui m'allait très bien. Mais c'est vrai que des personnes qui veulent faire des assos un peu plus grandes, des choses un peu plus, je pense... avoir un peu plus de moyens pour les sports ou autres, ça peut être une bonne chose d'aller dans une école où il y a une plus grande promo. Vous avez des écoles que vous connaissez qui sont très bien pour la recherche, qui sont les ENS. Toutes les ENS sont très bien pour la recherche, elles font de très bons parcours recherche. La question qu'il faut que vous posiez, c'est qu'est-ce que vous voyez de la recherche ? Parce que la recherche, c'est très bien, c'est très intéressant, il y a beaucoup de gens qui veulent en faire. On n'a pas toujours, en sortant de prépa, la vision de la recherche qu'on a en sortant d'école d'ingénieur. Donc, la première question à vous poser, à mon avis, c'est est-ce que vous êtes sûr à 100% de vouloir faire de la recherche ou est-ce que c'est une possibilité mais vous ne savez pas trop ? Je dirais que si vous êtes sûr à 200% de vouloir faire de la recherche, les ENS, si vous n'avez pas les ENS, les magistères de maths ou de physique sont de très bonnes formations également et évidemment les magistères de l'ENS sont très bien. Si par contre vous n'êtes pas sûr à 100% de vouloir faire de la recherche, je pense que le mieux c'est d'essayer de faire une école d'ingénieur, encore une fois, le plus prestigieuse possible. Pourquoi ? Parce que si vous voulez faire de la recherche, on vous fera confiance parce que vous sortez d'une école prestigieuse, on vous laissera faire un certain double diplôme qui vous permettra après de faire de la recherche. Donc pour vous donner juste quelques exemples d'écoles qui ont quand même une connotation recherche importante, dans celles que je connais pas toutes les écoles. Donc vous avez évidemment le trio de quatuor de tête, X-Mine, Centrale, Pont, qui sont des écoles prestigieuses, donc ça vous permet de faire un peu tout ce que vous voulez en sortie, même du point de vue de la recherche. Elles sont reconnues comme ayant de très solides formations. Les Ponts, ils font pas mal de maths appliquées, donc ils sont aussi très connus dans ce domaine. Ensuite, pour la partie physique, des écoles comme Supaéro, l'ENSTA, sont très connotées recherche. Supoptique également est très connotée recherche, enfin très axé optique, mais on peut faire aussi beaucoup d'autres types de recherche en sortant de Supoptique. Le SPCI, c'est une école qui est donc une école de physique et de chimie qui n'est pas accessible au MP, qui est accessible au MP sur dossier, pardon, mais c'est une école qui permet de faire beaucoup de recherche pratique. En général, ils s'orientent surtout vers soit de la recherche, donc souvent un aspect plutôt expérimental ou de la R&D en entreprise, donc c'est une école qui garde une connotation très scientifique. Après, pour l'aspect mathématique, vous avez aussi l'ENSAI, qui est une école qui a une très bonne formation de mathématiques, et donc qui permet de faire la recherche après. Télécom Paris, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais pour tout ce qui est informatique, data science, ils sont quand même plutôt bons, donc c'est aussi des écoles qui permettent de faire de la recherche. Donc voilà, ça c'est les écoles qui ont des connotations recherche assez fortes, qui vous permettent ensuite de faire une thèse derrière et potentiellement de la recherche. Et c'est aussi important de regarder si ça vous intéresse. Est-ce qu'il y a des profs qui sont enseignants-chercheurs ou pas ? Parce qu'il y a beaucoup d'écoles dans lesquelles vous avez des chercheurs qui viennent vous faire cours et forcément, ça vous met un pied dedans, ça vous fait un contact. En plus, les chercheurs en général sont assez accessibles, donc ils vont vous proposer des stages assez facilement.
Ensuite, une autre question que je reçois souvent, c'est la question de l'entrepreneuriat. C'est une question que les jeunes de prépa se posent beaucoup apparemment, et je pense que c'est une bonne chose. C'est est-ce que si je fais telle école, je vais pouvoir monter une start-up, un projet entrepreneurial quelconque, est-ce que l'école va m'accompagner dans cette voie-là? Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de jeunes diplômés qui essayent de lancer dans cette aventure de l'entrepreneuriat. Donc pour ça, c'est toujours la même chose, il faut regarder un peu dans les plaquettes sur les sites de l'école, est-ce qu'il y a l'entrepreneuriat, est-ce qu'on fait mention de ça? Si l'école vous dit que par exemple, comme Eumine, elle a une semaine dédiée à l'entrepreneuriat, elle a des parcours dédiés à l'entrepreneuriat, je pense que c'est un bon signe, ça veut dire qu'il y a un encadrement qui existe déjà, qui est bien en place et que les gens connaissent les rouages de comment monter une start-up. C'est super important parce qu'en fait, c'est un milieu très spécifique. Je pense que ça ressemble un peu à la recherche parce qu'il y a des codes très spécifiques, il y a des petites voies détournées à connaître pour pouvoir avoir des financements, des choses comme ça. Donc, si c'est vraiment quelque chose qui est important pour vous de monter votre boîte pendant l'école ou en sortie d'école, il faut absolument qu'on vous parle de ça dans la plaquette de l'école. Une école qui n'en parle pas, a priori, elle ne sera peut-être pas très à même de vous accompagner. Vous pouvez aussi, pour avoir une bonne idée de ce que l'école propose, parce que parfois c'est un peu au cas par cas, contacter du coup les admisseurs par exemple, qui vous mettront en relation avec des personnes qui font un parcours très entrepreneurial. Souvent, ça peut impliquer, par exemple, de remplacer un stage par le fait de monter sa boîte, des choses comme ça. C'est le cas au Mine, par exemple, c'est ce qui se passe pour le parcours entrepreneurial. Du coup, ça, à chaque fois, c'est au cas par cas. Et on rejoint la question du réseau, parce que l'entrepreneuriat, ça fonctionne beaucoup par réseau. Il faut connaître les codes, et puis aussi, il faut éviter de reproduire les erreurs que tout le monde a fait avant. Et donc, pouvoir contacter des entrepreneurs du réseau qui ont eu des succès, des échecs, les deux, c'est quelque chose de très important. Et donc ça, vous pouvez le voir sur le site aussi des associations d'alumni. Est-ce que l'entrepreneuriat est quelque chose qui est mis en avant? Est-ce que vous pouvez, en cherchant, trouver des fondateurs de start-up que vous connaissez qui sont issus de ces écoles? Ça, c'est plutôt un très bon signe pour intégrer une école. Quand est-ce que vous devez choisir de faire 5,5 si les écoles que vous avez ne vous conviennent pas? Ça, c'est une question qui est vraiment très personnelle. Il y a quand même 2-3 trucs auxquels il faut réfléchir. Déjà, à mon sens, quand vous avez vraiment une top école, ça ne sert pas à grand-chose de faire 5,5, vous allez perdre une année. Typiquement, moi j'en ai connu des gens qui ont eu Centrale et qui n'étaient pas contents d'avoir Centrale Paris, qui ont fait 5,5. Bon, c'est pas, je pense que c'est... Il faut juste accepter qu'on a une école qui est très bien, qui n'est peut-être pas la meilleure école de France, mais qui est quand même une super école qui vous a apporté beaucoup de choses. Et le delta entre typiquement une école comme Centrale, une école comme les Mines, et après comme une école comme l'X, il est extrêmement faible, il va très vite s'estomper en fait, donc je pense pas que ça vaille le coup de faire 5,5 pour des écoles comme ça. Alors, pour résumer, pour moi, le bon profil des gens qui font 5,5, c'est déjà si en commençant la prépa, vous saviez que vous voulez faire un certain type d'école, typiquement une école du top 10, et que vous vouliez ça ou rien, dans ces cas-là, si vous n'avez pas une école qui vous convient dans le groupe qui vous convient, je pense que vous pouvez foncer vers la 5,5 si vous avez relativement bien vécu déjà les 2 premières années de prépa. Une personne qui était ultra stressée, qui était au bout de sa vie pendant les concours la première année, qui a eu du mal à travailler par elle-même, qui a eu du mal mentalement à s'accrocher à des mauvaises notes, des choses comme ça, il faut vraiment qu'elle se pose bien pour se demander, ok, qu'est-ce qu'il faut que je change en 5,5 dans ma méthode de travail pour que je progresse. Je pense qu'une qualité essentielle du 5,5, c'est la discipline. Vous devez être discipliné, travailler vous-même, travailler bien vous-même, aller loin, peut-être prendre un peu de recul sur vos performances en 3,5, etc. Il faut aussi prendre en compte le fait, tout ce qui est justement l'atmosphère, l'environnement, que vous allez certainement être un peu fatigué, parce que 2 ans de prépa déjà c'est pas évident, vous l'avez compris, c'est pas toujours facile, et 3 ans de prépa c'est encore plus fatigant, c'est un rythme un peu intense qu'il faut tenir, et c'est aussi plus de pression lorsqu'on arrive au concours, parce que quand on arrive en concours en se disant c'est pas grave si je rate, je vais faire 5,5, et si on arrive au concours en se disant il faut absolument que j'ai l'école que je veux, je pense que la pression ne se prend pas pareil. Donc si vous avez bien géré la pression, la discipline, le rythme de travail, je pense que vous pouvez continuer comme vous voulez et aller vers la 5,5. Si par contre il y a des choses qui vous faisaient défaut, pensez bien à vous faire des changements dans vos habitudes de vie, dans votre rythme, avant de vous orienter vers la 5,5. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si vous en avez, on essaiera d'y répondre avec Théophile du mieux qu'on peut. Et bon courage pour classer vos vœux et pour l'attente de vos résultats sur SCEI. À bientôt.